Il est entré à notre soirée d'anniversaire, elle a son bras, comme si j'étais l'invité et elle, l'épouse. Restez avec moi pendant que je vous raconte mon histoire, et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en la partageant avec les gens qui vous sont chers. Je m'appelle Anna, et pendant 10 ans, j'ai cru avoir le genre de mariage que les gens envient. Brian, mon mari, était un courtier immobilier charismatique qui illuminait chaque pièce où il entrait. Il avait ce sourire, cette confiance, cette énergie de protecteur, bref, il avait tout pour plaire, ou du moins c'est ce que je pensais. À l'approche de notre 10e anniversaire de mariage, j'ai commencé à organiser une célébration, quelque chose d'élégant mais chaleureux. Un rooftop, des lumières douces, un traiteur, nos amis les plus proches, sa famille, ma sœur qui venait en avion, tout. J'ai demandé à Brian son avis, mais bien sûr, il a dit qu'il était trop occupé à conclure une affaire. Il a balayé ça d'un revers de main, comme si c'était une simple corvée, et non l'étape importante que c'était. Cela aurait dû me blesser plus que ça ne l'a fait, mais en vérité, quelque chose en moi était déjà anesthésié. Au cours des derniers mois, j'avais remarqué des choses, de petits changements. Il rentrait plus tard que d'habitude. Il a commencé à poser son téléphone face contre la table. Il sursautait quand j'entrais alors qu'il envoyait des SMS. Les conversations se sont raccourcies. L'intimité s'est estompée. Au début, je me suis dit que c'était juste le stress du travail. Ça arrive, non? Mais ensuite, il y a eu l'eau de Cologne que je ne reconnaissais pas, les reçus inexpliqués, le séminaire du week-end dont il n'y avait ni photo ni carte de visite. Pourtant, je souriais. Je jouais mon rôle. J'étais l'épouse loyale, en apparence. Puis le soir de la fête est arrivé. Tout le monde était déjà là quand il est entré, avec 45 minutes de retard, un sourire suffisant aux lèvres et tenant la main d'une autre femme. Elle était plus jeune, soignée, et s'accrochait à lui comme si elle en avait parfaitement le droit. Et puis il a eu l'audace de la présenter devant nos amis et notre famille comme étant Kayla, une amie du travail. Une amie. Je pouvais sentir la chaleur me monter au visage. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Parce que pendant que Brian planifiait sa trahison, je planifiais quelque chose moi aussi. Et croyez-moi, la nuit ne faisait que commencer. 3 mois avant la soirée d'anniversaire, les fissures dans mon mariage ont cessé d'être invisibles. Tout a commencé un mercredi soir pluvieux. Brian avait dit qu'il travaillait tard, mais quelque chose clochait. C'était peut-être la façon dont il avait évité mon regard ce matin-là, ou la façon dont il souriait à son téléphone comme si celui-ci lui murmurait quelque chose de délicieux. Quoi qu'il en soit, cette nuit-là est devenue la première fois où je suis restée assise dans mon lit, à fixer le plafond, en me demandant qui était vraiment mon mari quand je n'étais pas là. Le lendemain matin, les doigts tremblants, j'ai cherché, détective privé près de chez moi. Je ne voulais pas croire que j'étais devenue astérisque cette astérisque femme, celle qui fouine, qui doute, qui enquête. Mais je savais aussi que je méritais de connaître la vérité. En 48 heures, je me suis retrouvée assise en face d'une femme nommée Dina dans un petit bureau qui sentait le café fort et les réalités encore plus froides. Dina ne m'a pas donné de faux espoirs. S'il est clean, nous le saurons. S'il ne l'est pas, nous le saurons aussi, a-t-elle dit en faisant glisser un bloc-notes vers moi. Racontez-moi tout. 2 semaines plus tard, elle m'a tendu des photos. Granuleuses mais sans équivoque. Brian et une femme blonde entrant dans un hôtel du centre-ville. La même femme montant dans sa voiture. Des notes de restaurant, des commandes de room service, des débits de cartes de crédit tard dans la nuit dans des endroits où je n'avais jamais été invité. Elle s'appelait Kayla, son assistante. La même Kayla dont il m'avait juré qu'elle était jeune, mariée et inoffensive. La même femme qui s'était assise en face de moi lors d'un de ces dîners d'entreprise, souriante, parlant de chiens et de lait d'avoine comme si elle ne couchait pas avec mon mari. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. J'ai simplement remercié Dina, j'ai ramené le dossier à la maison et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À partir de ce moment, j'en avais fini d'être l'épouse de Brian, au sens émotionnel du terme. Mais je n'allais pas partir les mains vides. J'ai commencé à tout rassembler. Déclaration d'impôt, relevé d'investissement, titre de propriété, chaque document que je pouvais scanner et sauvegarder discrètement sur un disque dur protégé par un mot de passe. J'ai même pris rendez-vous avec une avocate spécialisée en divorce. Elle était brillante, gentille et directe.
Si vous voulez une rupture nette, il vous faudra un levier. Et le bon timing. C'est là que j'ai décidé d'attendre. Non pas parce que je voulais continuer à jouer le rôle de l'épouse dévouée, mais parce que je savais que l'anniversaire approchait. 10 ans. Le jalon auquel il tenait juste assez pour faire acte de présence. Et l'occasion parfaite de lui montrer que je n'étais pas l'idiote qu'il croyait. Laissez-le penser que j'étais naïve. Laissez-le penser que j'étais douce, soumise, sans caractère. Je n'étais rien de tout cela. J'étais silencieuse, pour l'instant. Mais j'observais et je planifiais. De l'extérieur, on aurait dit que je mettais tout mon cœur dans la célébration d'une décennie de mariage. Mais derrière chaque arrangement floral, chaque révision de la liste d'invités et chaque plan de table, il y avait une stratégie. Ce n'était pas juste une fête. C'était ma scène. Le lieu était un bar lounge sur un toit du centre-ville. Élégant. Romantique. Avec une vue sur la ville que Brian adorait. J'ai choisi son vin préféré, notre chanson pour la playlist d'ambiance, et j'ai même commandé un gâteau personnalisé avec notre photo de mariage imprimée à l'encre comestible. Je voulais que tout paraisse parfait. Trop parfait. Pour que personne ne puisse voir la vengeance qui se cachait en dessous. J'ai invité tout le monde. Ses collègues, dont certains que je savais être bavards et perspicaces. Ses clients. Sa mère et sa sœur. Nos amis communs. Même son patron. Je ne voulais pas seulement l'affronter. Je voulais que les personnes qui comptaient pour lui soient là pour assister à tout. J'ai appelé moi-même les traiteurs. J'ai géré les confirmations de présence avec un tableur. J'ai envoyé des invitations imprimées sur mesure, comme l'épouse dévouée que je prétendais être. J'ai même veillé à ce que le photographe que nous avions engagé n'ait aucune idée de ce qui se passait réellement. Je lui ai juste dit de tout capturer sur le vif. Mais la partie la plus importante était le discours. J'ai demandé à prendre le micro pendant le dessert, sous prétexte de remercier tout le monde de faire partie de notre parcours. J'ai répété ce discours devant un miroir tous les soirs, mesurant mon ton, mes pauses, mon sourire. Il devait atterrir comme un doux murmure avant d'exploser comme une grenade. Et je n'allais pas le faire seul. 2 de mes amis les plus proches, des personnes en qui j'avais une confiance absolue, ont accepté d'enregistrer le tout sous différents angles, au cas où quelqu'un essaierait de déformer les faits par la suite. Je voulais que la vérité soit capturée, brute et non éditée. Puis il y a eu la boîte cadeau. Emballée dans du papier bleu marine avec un ruban argenté, elle était posée sur une table près du gâteau. À l'intérieur se trouvaient les papiers du divorce signés, soigneusement reliés et glissés entre des copies des reçus d'hôtel, et une photo glacée de Brian et Kayla s'embrassant sur le parking d'un Marriott. Tout ressemblait à une célébration. Mais c'était un piège. Un adieu déguisé en grand geste. Et il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. La fête battait son plein. Les rires résonnaient sur le toit. Les verres s'entrechoquaient. Et les guirlandes lumineuses au-dessus donnaient à l'endroit une lueur chaude et dorée. De l'extérieur, nous ressemblions au couple parfait célébrant 10 années de bonheur. Brian avait son bras autour de moi, rayonnant de toute cette attention, clairement inconscient de ce que j'avais prévu. Il a eu le culot d'amener Kayla, sa maîtresse, et de la promener comme si elle n'était qu'une simple collègue. Elle souriait poliment aux gens, sirotait son vin et s'accrochait au bras de Brian comme une seconde ombre. J'ai joué l'hôtesse parfaite, embrassant les invités, faisant le tour des tables, remerciant tout le monde d'être venu. Mais à l'intérieur, mon cœur battait comme un tambour de guerre. Finalement, le moment est venu. J'ai pris le micro juste après le service du dessert. La salle s'est tue. Tous les yeux se sont tournés vers moi, s'attendant au toast sentimental habituel. Brian affichait un sourire suffisant, complètement à l'aise. Kayla était assise à côté de lui, bien heureuse dans son ignorance. J'ai commencé lentement. Merci à tous d'être ici ce soir pour célébrer 10 ans de mariage avec nous. 10 ans à construire un foyer, à partager des rêves, à affronter des défis et à se faire confiance. J'ai marqué une pause. Le silence s'est étiré. La confiance est une chose étrange, cependant. Elle est invisible jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Les gens ont commencé à bouger, mal à l'aise. Je pouvais voir le sourire de Brian vaciller légèrement. Je veux remercier mon mari, ai-je continué, la voix stable, de m'avoir appris quelque chose de précieux. Que la trahison finit toujours par remonter à la surface. Puis j'ai fait un signe de tête vers l'écran.
Une de mes amies a appuyé sur la télécommande, et le diaporama a commencé. Ça a commencé innocemment. Des photos de notre mariage. De nos vacances. Des fêtes de fin d'année. Puis, le virage brutal. Une photo de Brian et Kayla entrant dans un hôtel. Un reçu horodaté. Un baiser flou mais sans équivoque sur un parking. Des hoquets de surprise. Quelqu'un a laissé tomber un verre. Brian s'est levé, le visage blême. « Anna, qu'est-ce que tu fiches » a-t-il dit fort, essayant de reprendre le contrôle. Je l'ai ignoré. Je me suis approché de la table, j'ai pris la boîte cadeau, emballée en bleu marine et argent, et je l'ai tendue. « Je n'ai pas oublié ton cadeau » ai-je dit doucement. « C'est tout ce que tu as mérité. » Il a hésité, puis me l'a arraché des mains. En l'ouvrant, il a vu les papiers du divorce signés. Le coup de grâce. Les gens chuchotaient maintenant. Ses collègues. Ses amis. Même sa mère avait l'air stupéfaite. Kayla aurait voulu disparaître sous terre. La voix de Brian s'est brisée. C'est une erreur. On peut en parler. J'ai reculé, secouant la tête. Non, Brian. J'ai assez parlé. Je voulais juste que tout le monde entende la vérité. De ma bouche. Puis, sans une larme, sans un seul regard en arrière, j'ai rendu le micro au DJ et je suis parti. C'était fini. Pas avec des cris. Pas avec des supplications. Mais avec la vérité, le silence, et le doux son des murmures stupéfaits dans mon sillage. Le lendemain de la fête, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appel manqué. Messages non lus. Messages vocaux. La plupart venaient de Brian. Je n'ai répondu à aucun. J'ai bloqué son numéro, supprimé son contact, et j'ai emballé le reste de mes affaires de notre maison avant qu'il ne puisse rentrer de l'hôtel miteux où il s'était réfugié. Kayla a démissionné du cabinet 2 jours plus tard. La nouvelle s'est répandue rapidement. Il s'avère qu'avoir une liaison avec son patron, surtout lorsqu'elle est exposée devant les clients et les collègues, n'est pas exactement excellent pour la réputation professionnelle. Brian a tenté de contenir les retombées, mais la situation a dégénéré. Un de ses plus gros clients, qui était à la fête avec sa femme, a annulé leur contrat en cours. Si vous mentez dans votre vie personnelle, vous mentirez en affaires. Lui avait dit l'homme. Brian a essayé de déformer l'histoire, bien sûr. Il a prétendu que je l'avais pris au dépourvu. Que je l'avais humilié en public. Mais les gens avaient vu les photos, les reçus. Ils avaient vu le diaporama se dérouler sous leurs propres yeux. Sa version n'avait pas beaucoup de poids. Nos amis étaient divisés. Certains sont restés neutres. D'autres ont offert une sympathie discrète. Et quelques-uns ont essayé de me faire culpabiliser de l'avoir rendu si public. Mais je m'en fichais. Je n'avais pas fait ça pour les applaudissements. Je l'avais fait pour tourner la page. La plus grande surprise est venue de la sœur de Brian, Lorraine. Elle m'a appelé le lendemain de la fête, la voix tremblante. J'ai toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit. Mais je n'ai jamais eu de preuves. Je suis fier de toi, Anna. Tu méritais mieux. Elle m'a invité à rester chez elle quelques jours. Et j'ai accepté. Pas parce que j'avais besoin d'un endroit où rester. J'avais déjà signé un bail pour un petit appartement de l'autre côté de la ville. Mais parce que sa gentillesse a été comme une bouée de sauvetage dont je ne savais pas que j'avais besoin. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé une thérapie. J'ai déballé des années de ressentiment. De négligence émotionnelle. D'effacement de moi-même pour correspondre à l'image que Brian voulait que j'aie. Et puis, lentement, j'ai commencé à redécouvrir la femme que j'étais avant tout ça. La version d'Anna qui riait sans retenue. Qui peignait le week-end. Qui aimait les longues promenades sans avoir besoin d'une destination. Les retombées ont été chaotiques, mais la liberté, elle, était à couper le souffle. Le calme après la fête n'a pas duré longtemps. Une semaine après avoir signifié à Brian les papiers du divorce, la vraie guerre a commencé. Pas en public, mais à huis clos, à travers les avocats et les registres comptables. J'avais déjà anticipé cette partie. C'est pourquoi, pendant ces mois de planification silencieuse, je n'avais pas seulement recueilli des preuves de sa liaison. J'avais aussi discrètement photocopié des documents financiers,
téléchargé des relevés bancaires et pris des photos des soldes de compte sur mon téléphone quand il les laissait ouverts sur son ordinateur portable. Brian a toujours supposé que je ne comprenais rien à l'argent. Cela faisait partie de son charme. Me faire toujours sentir en sécurité, tout en cachant le pouvoir qu'il détenait en coulisses. Mais j'avais appris plus qu'il ne le pensait au fil des ans. Et maintenant, c'était son arrogance qui devenait mon levier. Quand j'ai rencontré mon avocate, Suzanne, je lui ai remis un dossier plus épais que n'importe quelle carte d'anniversaire qu'il m'ait jamais écrite. Il n'a pas déclaré ses comptes, ai-je dit calmement, en faisant glisser les documents. Suzanne a haussé un sourcil. Des comptes épargne offshore? Des comptes fiduciaires immobiliers à son seul nom? Eh bien, ça va être amusant. Ensemble, nous avons demandé le gel de certains actifs avant qu'il ne puisse les déplacer, ce que, nous avons découvert, il avait déjà commencé à faire. Mais nous avons été plus rapides. Un juge a approuvé un gel temporaire en attendant une divulgation financière complète. Brian ne l'a pas bien pris. Il a appelé d'un nouveau numéro. Je n'ai pas décroché. Puis sont venus les emails. Des menaces voilées. Des avertissements sur la façon dont j'avais ruiné son image. Comment je regretterais de faire traîner les choses. Il a dit que je ne verrais pas un centime de plus que ce que prévoyait le contrat de mariage. J'ai transféré chaque message à mon avocate. Puis il a essayé un nouvel angle. Le charme. Un long email plein de fausses nostalgies. Tu te souviens de notre lune de miel à Paris? Tu te souviens comment nous avons tout construit ensemble? Il a terminé par. Nous ne sommes pas obligés de faire ça en ennemis. Je n'ai pas répondu. Parce que la vérité, c'est que nous étions des ennemis maintenant. Et je n'avais plus peur de lui. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que la version de moi qui aurait pleuré et cédé pour maintenir la paix avait été laissée derrière le moment où il est entré à notre fête d'anniversaire avec une autre femme. Cette version de moi, elle, jouait pour gagner. Lors de la réunion de médiation suivante, Brian est entré, suffisant, jusqu'à ce que Suzanne sorte les preuves. Littéralement. Parlons de ses comptes non déclarés, a-t-elle dit, en faisant glisser les documents sur la table. Son avocat a semblé pris de court. Le sourire de Brian a disparu. Nous n'avons pas demandé plus que ce qui était juste. Mais nous nous sommes assurés qu'il ne pouvait pas cacher ce qu'il devait. Pour la première fois de tout notre mariage, le pouvoir financier était équilibré. Et j'avais fermement les mains sur la balance. Je suis tombé sur Kayla un après-midi pluvieux, 3 semaines après la fête. Je prenais un café dans notre café préféré. Mon nouveau café préféré, techniquement. Je l'ai vu au comptoir, frissonnant dans un trench coat et fixant la vitrine des pâtisseries. Pendant un instant, j'ai hésité. Notre dernière rencontre s'était déroulée devant une centaine de personnes, son visage blême alors qu'elle regardait mon diaporama l'exposé, elle et Brian. Mais quelque chose me disait que cette rencontre ne serait pas un nouveau spectacle public. Elle a commandé un latte et s'est retournée, m'apercevant. Ses yeux se sont écarquillés, la culpabilité et le soulagement se heurtant dans le même instant. Elle s'est approchée, la voix basse. Anna, on peut parler? Nous nous sommes assises dans une banquette d'angle. Dehors, la pluie brouillait le monde. L'intérieur semblait claustrophobe avec tout ce qui n'avait pas été dit entre nous. Je voulais dire que je suis désolé. Commença Kayla, les mains enroulées autour de sa tasse. Je ne savais pas qu'il était marié comme ça. Je pensais? Il m'a dit que son mariage battait de l'aile. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais voulu blesser personne. J'ai hoché la tête, sirotant mon café noir. Tu en faisais partie, Kayla. Mais ce n'est pas toi qui as tout orchestré. Ses épaules se sont affaissées. Le lendemain de votre fête, j'ai donné ma démission. Je ne pouvais pas affronter le bureau, les chuchotements, les regards. Et quand j'ai vu ces photos, je n'en revenais pas, elle a fermé les yeux. Cette nuit-là a tout changé pour moi aussi. J'ai quitté Brian. Il a essayé de s'excuser, de se justifier. Mais j'ai réalisé qu'il recommencerait. Je suis mieux sans lui. Sa confession m'a surprise. J'avais toujours supposé qu'elle était complice, jouant le rôle de l'autre femme qui s'en fichait. Au lieu de cela, elle était une autre victime, trompée et honteuse. Je suis contente que tu t'en sois sortie, ai-je dit doucement. Je voulais qu'il perde tout. Mais plus que ça,
je voulais que vous voyiez tous les deux ce que vous aviez fait. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. Merci, a-t-elle murmuré. Je sais que ça semble étrange, mais, tu m'as sauvé d'un avenir que j'aurais regretté. Je me suis adossé, sentant un poids se soulever de ma poitrine. Ce n'était pas le dénouement que j'avais prévu. Pas de confrontation dramatique. Pas d'humiliation publique au-delà de la fête. Mais c'était plus profond qu'un spectacle. C'était une façon de tourner la page. Bonne chance, ai-je dit en me levant. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Kayla a réussi à esquisser un petit sourire, et nous nous sommes séparés sous le ciel gris. En retournant à ma voiture, j'ai réalisé que la vengeance que j'avais exécutée ne concernait pas seulement l'embarras ou le levier financier. Elle concernait la vérité, et la libération de tous ceux qui étaient enchaînés par ces mensonges. Et à ce moment-là, j'ai su que j'avais gagné bien plus qu'un divorce. J'avais repris ma vie en main. Le calme après la tempête m'a semblé étranger au début. Pendant des années, mon identité avait été liée aux besoins de quelqu'un d'autre. L'emploi du temps de Brian. Les objectifs de Brian. L'image que Brian se faisait de notre mariage. Mais maintenant, j'étais seul dans mon propre appartement, entouré de silence et de murs blancs. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas vide. Je me sentais libre. Ça a commencé par de petites choses. J'ai déballé les cartons lentement, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais décider où tout irait. J'ai choisi des coussins qui n'étaient ni neutres ni classiques, mais vifs et étranges, comme l'ancienne moi. J'ai peint un mur d'accent dans une nuance de bleu sarcelle profond, parce que ça me rendait heureuse. Personne ne levait les yeux au ciel devant le désordre. Personne ne se moquait du gaspillage d'argent. Un dimanche, j'ai retrouvé mon vieux carnet de croquis dans un carton de déménagement. Il datait de l'université, plein de dessins rapides et désordonnés de l'époque où je dessinais sur des serviettes de café et peignais à 2 heures du matin. J'ai acheté un nouveau jeu de pinceau, j'ai installé un coin atelier dans mon salon et j'ai laissé la peinture prendre le dessus. Peu importait si c'était bon. C'était à moi. J'ai rejoint un club de lecture local. Les femmes étaient chaleureuses, drôles et brillantes, toutes avec leurs propres histoires. Elles ne m'ont pas posé de questions sur Brian. Elles m'ont posé des questions sur moi. L'une d'elles, Clara, m'a invité à un groupe de randonnée. J'ai failli dire non, mais le week-end suivant, je me suis retrouvé à mi-chemin d'un sentier boisé, essoufflé mais souriante, m'imprégnant de la lumière du soleil à travers les arbres. Je n'avais pas ressenti ce genre de joie depuis des années, celle qui n'a pas besoin de permission. Il y a eu aussi quelques rendez-vous, quelques rencontres maladroites autour d'un café, un homme qui a parlé de lui pendant 2 heures d'affilée, un autre qui semblait prometteur mais qui a disparu sans explication après le 2e dîner. Je ne l'ai pas pris personnellement. Je ne cherchais pas un mari de remplacement. J'apprenais à être avec moi-même, sans excuse. Un soir, je suis rentré d'un vernissage. Une de mes propres peintures avait été acceptée dans une exposition locale. J'ai versé un verre de vin. Je me suis assise sur mon balcon, enveloppé dans une couverture, à regarder les lumières de la ville scintiller comme des étoiles. Je ne me sentais pas comme une femme divorcée. Je ne me sentais pas comme quelqu'un de brisé. Je me sentais comme Anna. Pas l'épouse, pas la femme bafouée, juste Anna. Entière, forte, en devenir. Et c'était plus que suffisant. Cela faisait presque 6 mois depuis la fête quand j'ai reçu l'enveloppe. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de l'écriture familière de Brian. Je suis resté un moment devant ma boîte aux lettres, le soleil d'été me réchauffant le dos, me demandant ce qu'il pouvait bien encore penser avoir à dire. De retour dans mon appartement, je me suis assise au comptoir de la cuisine, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai déplié la lettre. Ces mots se déversaient sur la page dans une écriture que je ne connaissais que trop bien. Mais en lisant, une chose étrange s'est produite. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai pas ressenti de douleur. Je n'ai rien ressenti. La lettre n'était pas des excuses. Pas vraiment. C'était une justification. Ligne après ligne d'excuses. Comment la pression du travail l'avait épuisé. Comment il se sentait peu apprécié. Comment sa relation avec Kayla n'était pas sérieuse. Comment il n'avait jamais voulu me faire de mal. Il a même eu l'audace d'écrire qu'il pleurait la vie que nous avions, comme si ce n'était pas lui qui l'avait réduite en cendres. Il n'y avait aucune prise de responsabilité, aucune reconnaissance de ce qu'il m'avait pris.
Les années. La confiance. La dignité. Ce n'était pas du remords. C'était un homme qui essayait de réécrire la fin d'une histoire que j'avais déjà refermée. J'ai plié la lettre, je suis sorti sur mon petit balcon et j'ai allumé une allumette. Le papier s'est enroulé et a noirci en quelques secondes. J'ai regardé les flammes danser, puis mourir, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres et le silence. Et ce silence ressemblait à la paix. Je n'avais pas besoin de ses excuses. Je n'avais pas besoin qu'il m'aide à tourner la page. Je l'avais fait moi-même. Cette lettre n'avait plus sa place dans ma vie, tout comme lui. Son chapitre était terminé. Écrit, publié et rangé. Je me suis versé un verre d'eau, je suis rentré et j'ai mis de la musique. L'appartement s'est rempli de douces notes de piano et de chants d'oiseaux provenant des fenêtres ouvertes. J'ai pris mon carnet de croquis et j'ai commencé à dessiner. Les lignes fluides et légères. La voix de Brian. Sa trahison. Ses excuses. Elle n'avait aucune place dans ce nouvel espace que je m'étais créé. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai même pas fait de pause. J'ai juste continué à vivre. Et c'était la plus vraie des vengeances. Je n'ai pas raconté cette histoire pour faire pitié. Je sais combien il est facile de regarder la vie de quelqu'un de l'extérieur et de supposer que tout va bien. Les gens voyaient nos 10 ans de mariage et pensaient que nous avions tout. La maison, les fêtes, les vacances, les sourires sur les réseaux sociaux. Tout était soigneusement mis en scène. Mais derrière chaque image parfaite se cachait une femme qui disparaissait lentement en silence. Quand j'ai découvert que Brian me trompait, je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté tout de suite. Je n'ai pas crevé ses pneus ni ne l'ai supplié de revenir. J'ai juste arrêté de faire semblant. J'ai commencé à planifier. Voyez-vous, la trahison n'arrive pas toujours comme une tempête. Parfois, elle s'insinue discrètement, dans les anniversaires oubliés, les SMS sans réponse, dans la façon dont quelqu'un arrête de vous regarder comme si vous comptiez. Et quand elle vous frappe, ce n'est pas seulement un chagrin d'amour. C'est une humiliation. C'est réaliser que la personne qui vous tenait autrefois la main dans les moments les plus difficiles vient de livrer votre dignité à quelqu'un d'autre. Donc, non, cette histoire n'est pas pour faire pitié. Elle est pour tous ceux qui se sont assis en face d'un partenaire en se demandant s'ils étaient en train de s'effacer lentement. Pour les personnes qui sont restées silencieuses pour préserver la paix. Qui se sont sentis coupables de leurs propres soupçons. Qui se sont perdus en essayant de sauver une relation déjà enterrée sous les mensonges. J'ai raconté cette histoire parce que partir n'est pas une faiblesse. La vengeance silencieuse n'est pas de la lâcheté. Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de rassembler vos preuves, de retrouver votre voix, et de signer votre nom au bas d'une page qui dit « C'est fini ». Je n'ai pas fait exploser notre fête d'anniversaire pour le drame. Je l'ai fait pour reprendre la scène dont j'avais été écarté pendant des années. Je me tenais là, dans une robe que j'avais choisie pour moi-même, avec une voix calme et des mains qui ne tremblaient pas, et j'ai mis fin à un chapitre selon mes propres termes. Depuis, j'ai reconstruit une vie qui est la mienne. Pas empruntée, pas mendiée, pas remise en question. Une vie où je n'ai pas à demander le respect. Une vie remplie d'art, de nature, de rire qui ne semble pas forcé. Et si cette histoire elle ne serait ce qu'une seule personne à se choisir au lieu de s'accrocher à un mensonge, alors elle valait la peine d'être racontée. Parce que la vérité, c'est que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Ce n'est pas toujours le feu et la fureur. Parfois, c'est juste le silence. Une signature. Un sourire. Il a amené sa maîtresse à notre soirée d'anniversaire, alors j'ai amené les papiers du divorce. Le meilleur échange de ma vie. Pensez-vous qu'Anna a eu raison d'exposer Brian à la fête et de partir sans se retourner? Ou auriez-vous géré la situation différemment? Dites-le moi dans les commentaires. J'adorerais connaître votre point de vue. Et si des histoires comme celle-ci vous parlent, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais rien manquer.